Messieurs, dames, bonjour, merci de votre activité partout de là où vous êtes. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul, nous sommes avec le professeur Dr Noël Tchani Mwadiamvita. Avec lui, nous allons discuter sur la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les réactions de Paul Kagame et également aussi les réactions du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Kagame a affirmé qu'il est congolais et qu'il a grandi ici à Kinshasa. Il ne pourrait pas créer des atrocités démocratiques. Il fallait aussi vous rappeler du discours du président de la République, qu'il a été récit par le président de l'Angola, le président Tshisekedi a dit, si le Rwanda veut une paix totale, nous sommes d'accord pour une paix totale. Mais s'il voudrait une guerre totale, nous sommes d'accord pour cette guerre totale. Est-ce que la RDC est-elle prête à faire la guerre avec le Rwanda? Nous avons aussi appris que la SCPT aurait signé un contrat avec une entreprise rwandaise. La communication du Congo, il se pourrait que la communication du Congo est gérée par Kigali. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes prêts pour aller en guerre? Nous allons parler également aussi de la proposition de loi, ou la proposition de la loi, la loi des pères et des mères, la loi de Noël Tchadi, la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de sécurité. Est-ce qu'il est opportun que cette loi soit appliquée? Monsieur Dar, au-delà de ça, nous parlerons de toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Notamment, je veux informer que les échanges ont augmenté de 800 millions à 3 milliards quelque chose. Est-ce que réellement c'est une vérité? Nous allons essayer de décrypter toutes ces actualités, notamment avec aussi certaines actualités qui pourront toujours intervenir. Monsieur, dames, je suis avec le professeur Dr Noël Tchani Mwadiamvita. Bonjour, professeur. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci, professeur. Nous démarrons pour ça avec la question sur l'insécurité à l'est de la République démocratique. Nous suivons notamment vos tweets. Vous demandez à ce que la RDC puisse se prendre en charge, la RDC puisse s'attaquer automatiquement au Rwanda. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord de cette question de l'insécurité à l'est de la République? Oui, ça fait très longtemps que les Congolais vivent avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et je dirais même depuis les années 1996, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa, accompagné des Rwandais, des Ougandais, mais également des Burundais. Depuis ce temps, nous n'avons plus vu la paix. Pourquoi? Parce que chaque fois, l'armée rwandaise est entrée sur le sol congolais, sous prétexte qu'ils viennent combattre les rebelles Hutus qui sont sur le sol congolais. Et de ce point de vue-là, le Rwanda a toujours trouvé donc des prétextes pour créer des rébellions qui opèrent à l'est de la République. Si vous vous rappelez bien, il y a eu les Nkunda Batware, il y a eu le RCD Goma, il y a eu le CNDP, et aujourd'hui on nous parle du M23. Mais on n'avait jamais engagé donc de démarches pour savoir exactement qui sont ces rebelles-là. Grâce aujourd'hui au président Fachi, et je voudrais le remercier pour cela, il a déclaré l'état de siège. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais avec l'état du siège, ça nous a permis de confronter donc l'ennemi face à face. Et dans cette confrontation, on a dû arrêter des militaires rwandais, qui ne sont pas donc des Congolais, mais ce sont des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais qui créent cette insécurité-là. Donc, le masque est tombé, le président Kagame, avec son régime, il fabrique des rébellions qu'ils mettent sur le sol congolais pour déstabiliser la RDC, créer de l'insécurité. Et dans cette confusion-là créée par l'insécurité, eux, ils profitent de l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le masque étant tombé, il est important que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent ces rebelles. C'est moi que j'appelle, ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des rebelles congolais soutenus par le Rwanda, mais ce sont des militaires de l'armée rwandaise qui opèrent sur le sol congolais. Il faut qu'on les poursuive jusque dans leur dernier retranchement. Vous vous rappelez que le président Kagame a justifié l'entrée de l'armée rwandaise sur le sol congolais sous prétexte qu'ils poursuivent les rebelles qui opèrent sur le sol congolais. Maintenant que nous savons qu'il y a des rebelles qui opèrent sur le sol congolais mais qui sont d'origine rwandaise, il faudrait que les FRDC les poursuivent jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Et je pense que le président Kagame a aussi vendu une image d'être un belligérant invincible qui peut s'attaquer à la République démocratique du Congo sans riposte. Moi, je pense qu'il fait une grosse erreur. Nous sommes un grand pays. Vous savez, la RDC a une population de 107 millions
d'habitants. Le Rwanda n'a que 12 millions. Même sans armes, nous pouvons entrer au Rwanda et prendre tous les Rwandais et mettre fin donc à cette animosité qu'ils ont donc créée. Mais au-delà de cela aussi, nous avons une grande armée, les FARDC. On a connu quelques années de désorganisation, mais il me paraît aujourd'hui que les troupes congolaises sont en train d'être réorganisées et les actions qu'elles ont menées à l'est de la République pour arriver à arrêter ces militaires rwandais démontrent très clairement que nous pouvons faire la guerre au Rwanda et la gagner aussi. Donc, gare à celui qui continue à penser que la RDC c'est un pays faible. Nous ne le sommes pas, nous sommes devenus un pays aujourd'hui capable de défendre sa souveraineté. Très bien. Mais lorsque tu sais que le président de la République a eu le pouvoir, il a appelé Paul Kagame son frère, nous avons vu le contrat signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous avons vu notamment Rwanda qui a commencé à opérer en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi le président Tshisekedi, puisqu'avant avant qu'il ne soit président, il connaissait déjà la situation de l'RDC, le Rwanda, le Kodeko, etc. Pourquoi a-t-il de privilégier la diplomatie alors qu'il fallait que nous puissions, comme certains le disent, attaquer le Rwanda? Vous vous rappellerez les discours d'Adolphe Muzipi qui avait déjà ciblé le Rwanda pour dire qu'il faudrait que nous fassions la guerre. Pourquoi le président Tshisekedi n'a-t-il pas appliqué cette logique et a voulu appliquer la voie de la diplomatie? Je ne suis pas là pour défendre les positions du président Tshisekedi, mais je considère en regardant en arrière que c'était une bonne démarche de montrer d'abord qu'on privilégie le dialogue. On tend la main au voisin et on veut travailler avec lui en paix. Mais le voisin a démontré qu'il ne mérite pas la confiance de la RDC. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame pour que nous puissions avoir la paix. Donc je ne voudrais pas condamner le président Tshisekedi pour avoir donné la main du président Kagame. C'était une première étape, une tentative de pouvoir rétablir un climat de sérénité entre les deux pays, parce que l'autre partie ne mérite pas cette confiance-là. Il est temps aujourd'hui que le président Tshisekedi sache que Kagame n'est pas notre frère. Kagame, c'est notre ennemi. C'est le bourreau du peuple congolais. À cause de lui, la RDC a connu 10 millions de morts depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Il est temps que nous puissions donc régler ce problème-là, s'il le faut, en utilisant la force. Très bien. Le Conseil de sécurité, lorsqu'ils ont discuté sur cette question, ils n'ont pas directement qualifié le Rwanda d'être un pays agresseur. Ils ont demandé à la RDC de libérer ces deux militaires rwandais qui ont été retenus. Vous vous rappellerez que Paul Kagame rejette toutes sortes d'accusations. Il a dit que nos FARDC sont allés jusqu'au Rwanda pour récupérer leurs militaires. Que pensez-vous d'abord de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? D'abord, je voudrais dire que le président Kagame, depuis très longtemps, il utilise le mensonge pour pouvoir alimenter des fausses informations dans la communauté internationale. Vous vous rappelez qu'au moment où il devait arriver au pouvoir lui-même, il y a eu un avion rwandais qui était abattu, qui transportait le président Habyarimana. Beaucoup d'enquêtes indépendantes montrent que c'est l'armée patriotique rwandaise, donc dirigée par Paul Kagame, qui était à la base de cela. Donc depuis ce temps-là, le Rwanda nourrit la communauté internationale donc des mensonges. Chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, il distille donc les mauvaises informations donc dans la communauté internationale pour désorienter l'opinion publique. Aujourd'hui, si le Conseil de sécurité s'est réuni et a décidé qu'il faudrait mener des enquêtes pour connaître davantage, c'est une façon diplomatique. Mais nous, en tant que pays, je pense que nous en avons marre. On doit exprimer le ras-le-bol à un moment donné. Si les troupes rwandaises sont entrées sur le sol congolais et nos FARDC les ont attrapés sur le sol congolais et Kagame dit que c'est l'armée congolaise qui est entrée sur le sol rwandais, déjà ce qu'il dit là, ça démontre bien que l'armée congolaise a la capacité de pouvoir entrer au Rwanda et de désarmer l'armée rwandaise. Autant utiliser donc cette voie-là pour pouvoir démontrer à Kagame que nous sommes un grand pays avec une grande armée et que si on vient nous provoquer, on va poursuivre les provocateurs jusque dans leur dernier retranchement en entrant sur le sol rwandais, en les attrapant là-bas. Vous savez que depuis 1976, toutes les rébellions qui ont eu lieu, l'Inkunda Batware, les gens du RCD, du M23, tous ces gens-là, ils se réfugient au Rwanda et ils vivent en paix, en sécurité. Personne ne les dérange là-bas. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'armée congolaise pour poursuivre ces gens-là
pas s'arrêter aux frontières avec le Rwanda, mais entrer sur le sol rwandais et montrer à Paul Kagame qu'on est venu récupérer donc nos compatriotes que lui il prétend être des Congolais. On est venu les récupérer pour pouvoir donc les juger en République démocratique du Congo. Kagame a dit qu'ils n'ont pas de l'espace pour faire la guerre au Rwanda, qu'ils le vont notamment le faire ici en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette réponse que Kagame a dit? Il a dit qu'il viendrait faire la guerre ici au Congo. Moi je pense que Kagame est venu au pouvoir par la force. Et peut-être qu'il faudra qu'on puisse considérer qu'il devra partir par la force aussi. Il a causé trop de mal, trop de tort au peuple congolais. Et jusque-là, la communauté internationale a fermé les yeux sous prétexte qu'il était un bon gestionnaire. Quel bon gestionnaire? La croissance économique, qu'on semble pouvoir attribuer donc au Rwanda, elle provient de quoi? Du pillage des ressources naturelles de la RDC. Donc il est temps aujourd'hui que nous puissions mettre fin à cela et montrer à Kagame que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Je voudrais déjà saluer certaines mesures qui ont été décidées par le gouvernement de Kinshasa contre le Rwanda. La suspension des vols de Rwanda Air sur le sol congolais. Je salue cette mesure-là. Je ne veux pas que ce soit une mesure temporaire. Je veux que ce soit une mesure définitive. Nous n'avons pas besoin de services de Rwanda Air en République démocratique du Congo. Deuxième élément, il y a des contrats de coopération qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda, notamment le raffinage du coltan et de l'or congolais au Rwanda. Je voudrais demander sincèrement au président de la République et à tout le gouvernement de pouvoir mettre fin à ces contrats de coopération de ce genre-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, qu'a coûté cette raffinerie au Rwanda? 5 millions de dollars. La RDC est capable de disponibiliser de 5 millions de dollars ou même plus, créer une usine de raffinerie de l'or et du coltan sur le sol congolais, créer des emplois pour les Congolais et ne pas exporter des matières brutes donc vers un pays sous-développé comme le Rwanda. Donc, je souhaiterais que nous puissions réorganiser nos affaires à l'interne de façon telle que nous puissions faire confiance aux investisseurs qui mettent de l'argent en RDC plutôt que d'exporter à nos exportations, nos matières premières vers des pays comme le Rwanda qui ne nous ajoutent pas grand-chose sur le plan de la valeur ajoutée. Donc, ce point de vue-là, je demande sincèrement que le gouvernement puisse réviser ces contrats-là, mettre fin définitivement à l'arrivée de Rwanda Air sur le sol congolais, mettre fin à ces raffineries-là à l'est de la République, donc au Rwanda, les raffineries de l'or et du coltan et de toutes les autres matières premières. Et d'ailleurs, interdire purement et simplement les exportations des matières premières vers le Rwanda en provenance de la RDC. Très bien. Président Noël Tchani, en vous écoutant, vous semblez vouloir demander à la RDC de faire une guerre, de décréter ou d'officialiser la guerre avec le Rwanda. Est-ce que l'armée congolaise est-elle capable aujourd'hui de faire une très bonne guerre et de vaincre? Est-ce que le gouvernement congolais s'est déjà préparé pour faire la guerre face au Rwanda? Et je ne suis pas militaire et je n'ai pas accès à certaines informations confidentielles qui peuvent déterminer la capacité de l'armée congolaise ou pas. Mais en voyant simplement ce qui se passe, le fait que les forces armées congolaises soient allées depuis que l'état de siège a commencé, on gagne du terrain. Donc chaque fois qu'il y a eu un cas militaire comme celui de Romangabo qui a été contrôlé par le M23, les FARDC se sont débattus pour arriver à arracher ce camp du contrôle donc, de ces envahisseurs-là. Donc j'estime que s'ils ont fait ces progrès, ils sont en mesure d'aller plus loin. Parce que le Rwanda n'est pas loin donc, de cela, c'est à quelques 20 km de là. S'ils veulent entrer au Rwanda, ils vont y arriver. C'est une question simplement de recevoir des instructions de la part du commandant suprême. S'il leur dit entrer au Rwanda, ils vont entrer au Rwanda. Donc moi je pense que nous ne devons pas nous sous-estimer. Et je voudrais d'ailleurs saluer le peuple congolais. Pourquoi? Parce que pour une fois, j'ai senti que nous sommes tous mobilisés contre le Rwanda, contre l'envahisseur, contre l'agresseur. Donc si nous nous mettons tous ensemble, on est un grand pays. La population donne du soutien au FRDC, les FRDC vont se battre au front et nous allons réaliser donc les objectifs militaires que nous sommes assignés. Selon certaines informations de possession, il s'avérait que l'armée congolaise est infiltrée. Alors s'il faudrait que nous fassions la guerre avec le Rwanda, est-ce qu'allons-nous faire avec cette infiltration? Vous vous rappellerez que le président Tshisekedi aurait limogé 4 officiers supérieurs de l'armée. Est-ce que c'est là, il ne ferait pas, à chaque possible, nous décrétons, nous officialisons la guerre, que nous soyons déjà vaincus? Je voudrais vous dire une chose, c'est que nous sommes un grand pays, avec une grande armée, avec une grande population. S'il y a des infiltrés, c'est quelques éléments par-ci, par-là.
Mais l'armée congolaise conserve l'ossature donc d'une grande armée d'un grand pays comme la RDC. Nous allons faire la guerre avec ce que nous avons. Et au fur et à mesure qu'on avance, on identifie qui sont les éléments infiltrés, on les met hors d'état de nuire. Je voudrais d'ailleurs demander au FARDC de recenser tous les éléments rwandais qui ont été brassés dans l'armée congolaise depuis 1976. Parce que sous le régime de Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'il y a une rébellion qui commence, les Rwandais demandent qu'on puisse se mettre autour de la table pour dialoguer. Et quand on dialogue, on dit qu'on va brasser, c'est-à-dire qu'on va inclure ces gens-là dans l'armée congolaise, ces infiltrés dans l'armée congolaise. Donc on a infiltré l'armée congolaise légalement, en prenant donc les soi-disant rebelles, en les intégrant dans les actions de la République. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire le recensement de tous les éléments qui ont été brassés depuis 1996. Brassés non seulement dans l'armée, non seulement dans la police, mais aussi dans les institutions de la République. Il y en a même dans l'administration publique. Qu'on puisse recenser tous ces gens-là. Moi, je suggère, parce qu'ils prétendent être congolais, qu'on les mette purement et simplement à la retraite immédiate. Ils ne pourront pas rentrer au Rwanda. Donc, ils vont rester ici, mais ils ne vont plus fonctionner dans les fonctions qu'ils occupent actuellement. Donc, si on fait cela, nous allons progressivement sortir de nos os, de notre structure gouvernementale, de nos institutions, les éléments infiltrés pour rester simplement avec des Congolais qui sont loyaux à 100% à la République démocratique du Congo. Nous sommes informés que la SCPT, Société Congolaise de Postes et Télécommunications, avait signé un contrat avec une entreprise rwandaise, Action Network, où la fibre optique congolaise est actuellement à Kigali. Le serveur central de la communication congolaise est contrôlé à Kigali. Toutes les communications que les Congolais font ici en RDC est contrôlée contre Kigali. Est-ce qu'à faire guerre, sachant que le Rwanda contrôle la communication de la RDC, alors que selon certains chercheurs, ils disent qu'il faudrait que le gouvernement congolais mette pratiquement 3 millions à 5 millions de dollars pour que nous ayons un serveur central ici en République démocratique du Congo. Je pense que la prise de conscience de ce danger-là est déjà une avancée considérable. Parce que ces rumeurs-là, je les ai entendues avant même l'arrivée du régime de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. Donc, ils ont pu mettre ce serveur central à Kigali avec la complicité du régime qui était ici, qui est resté pendant. Donc, il est temps aujourd'hui que nous avons pris conscience de cela, qu'on travaille pour y mettre fin, soit que les techniciens nous disent combien de temps ça peut prendre pour arriver à déplacer ce serveur de là, le mettre donc en République démocratique du Congo. Mais il faut contrôler, surveiller toutes les communications. Il doit y avoir des moyens pour pouvoir y mettre. Si on peut y mettre fin définitivement, immédiatement, il faut le faire. Si ça prend du temps pour pouvoir se préparer, il faut le faire. Mais la prise de conscience est déjà un élément positif. Ce n'est pas tout à fait acceptable que les communications congolaises soient gérées à partir donc d'un pays étranger et particulièrement donc un pays hostile comme le Rwanda. Parlons de votre loi, la loi sur le verrouillage de votre fonction de souveraineté, la loi de terre et de mer. Certains appelleraient, ils disent que c'est la loi de la congolité. Alors, j'ai déjà dit que ce n'est pas de la congolité. La congolité, c'est un terme savant inventé par les ennemis de la République qui veulent invoquer les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire, où on parlait de l'ivoirité, c'est-à-dire qu'on avait refusé la nationalité à 26% de la population qui se trouve au nord de la Côte d'Ivoire, donc à la frontière avec le Burkina Faso. Nous n'avons pas un problème similaire en RDC. Nous n'avons pas de Congolais à qui on refuse la nationalité congolaise. On dit que tous les Congolais sont des Congolais. Sauf que parmi nous, il y en a qui peuvent faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. Oui. Ceux qui sont des pères et des mères peuvent occuper toutes les fonctions, y inclut les fonctions de souveraineté. Et les autres Congolais ne sont pas des pères et des mères, qui sont des pères ou des mères ou des Congolais naturalisés ou ainsi de suite, peuvent occuper toutes les autres fonctions, sauf les fonctions de souveraineté. Et il y a à peine 100 postes qui constituent les fonctions de souveraineté. Évidemment. Le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire justice, défense, affaires étrangères, affaires intérieures et finances. Et au-delà de cela, on a les hauts magistrats de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais aussi les gouverneurs des provinces. Et en plus de tous ces postes-là, on va y ajouter les époux ou les épouses de tous les postes de souveraineté. Donc, au total... S'il faut ajouter les épouses, etc. Je voudrais vous dire une chose. Aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas venir avec une femme congolaise, vous êtes un Américain de souche et vous allez prétendre à la magistrature suprême. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès qu'on voit votre femme, on va dire pas question.
Et je voudrais vous dire aussi une chose, aux États-Unis d'Amérique, la plus grande, vous savez, près de 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, au moins 100 millions d'habitants sont exclus des postes de souveraineté. Parce que ce sont des Américains qui ont acquis la nationalité d'une façon ou d'une autre. Donc la discrimination, ça existe. C'est pour ça qu'on fait des lois. Mais maintenant, nous devons savoir, est-ce qu'on fait cette discrimination-là simplement pour faire ombrage à quelques individus ou bien c'est pour une raison bien spécifique. Dans ce cas ici, tout le monde sait très bien que notre pays est infiltré et qu'avec l'infiltration, nous allons compromettre la souveraineté du pays. Donc, s'il y a discrimination, c'est une discrimination positive. Mais moi, je ne vois pas de discrimination parce que sur 107 millions d'habitants, à supposer que tout le monde soit éligible pour un poste des enfants qui viennent de naître aujourd'hui, nous voulons exclure. Il reste 107 millions de postes disponibles à tous les autres Congolais, donc il n'y a pas de discrimination. Pour vous, est-ce que votre loi, elle est une loi importante afin de mettre fin à cette infiltration que vous venez récemment d'affirmer depuis 96-97? Pensez-vous que lorsque nous allons appliquer la loi de verrouillage et que nous pourrions développer notre pays comme certaines nations l'ont fait? Mais bien sûr que oui. Vous savez déjà avoir la paix de l'esprit, oui, la paix du cœur. Savoir que notre pays sera toujours géré par l'un d'entre nous et qu'on n'aura pas des étrangers qui vont venir compromettre nos intérêts ou la stabilité du pays. C'est déjà quelque chose de très positif pour le développement du pays. En plus de cela, il y a des gens qui disent « Oh, mais tous ceux qui ont géré ce pays-là sont des Congolais de père et de mère. » Oui, tous ceux qui ont géré ce pays-là sont des Congolais de père et de mère, mais il y a eu aussi les autres Congolais. Vous connaissez les Kengouadonde, les Moïse Katumbi, tout ce monde-là. Ils ont géré ce pays, ils n'étaient pas des Congolais de père et de mère. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait? Beaucoup d'entre eux, ils ont pillé les caisses de l'État, ils sont allés mettre ça à l'étranger. Nous ne voulons pas regarder le passé, nous voulons regarder maintenant, nous tourner vers l'avenir. Vers l'avenir, même parmi les Congolais de père et de mère, il y en a qui sont mauvais. Mais nous allons sélectionner parmi nous les meilleurs d'entre nous qui vont protéger les intérêts de la République pour que le pays soit toujours dans de bonnes mains. C'est ça que nous voulons donc réaliser. On dit que certains sont des pères et des mères, ils auraient détourné l'argent de l'État, certains ne sont même pas saisis par la justice congolaise. Ceux qui sont des Matata, etc. Ceux qui sont des pères et des mères et qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont mis leurs mains dans les caisses de l'État, je demande à la justice de faire son travail, de les juger avec toute la rigueur de la loi, de les punir conformément donc à la loi. Matata, il a fait beaucoup de bruit en disant non, il ne peut pas être jugé par une juridiction quelconque parce que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Vous savez, dans les 2 dernières semaines, j'ai entendu qu'il est convoqué à la Cour de cassation le 13, je crois, il doit comparaître là-bas. Moi, je demande que la Cour de cassation fasse son travail. Pas de corruption, s'il vous plaît. Qu'on le juge, qu'on entende le cas. S'il est innocent, qu'on le libère. Mais s'il est coupable, qu'on le frappe avec toute la rigueur de la loi et qu'il puisse montrer l'exemple que vous ne pouvez pas être un citoyen congolais, un gestionnaire public, utiliser les fonds publics et vous mettre au-dessus de la loi pour que vous ne soyez pas jugé. Donc le cas Matata sera un exemple à bien analyser, à bien regarder. Il y a d'autres cas. Je comprends que le cas de Kamer va repasser encore donc à la Cour c'est la Cour d'appel. Je voudrais qu'on puisse faire le travail comme il se doit. S'il est innocent, on le libère. Mais s'il est coupable, comme beaucoup de personnes semblent penser, qu'il soit puni conformément à la loi et qu'il puisse retourner donc là où il était, donc à Makala. Donc c'est ça que nous devons faire si nous voulons que le pays puisse tourner la page de la mauvaise gouvernance et devenir un pays bien gouverné, bien géré, avec les ressources publiques qui servent au développement et non pas à l'enrichissement de quelques individus. L'honorable-t-il qu'avait porté votre loi au Conseil national, jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Nous parlons de l'infiltration, les députés nationaux ne font absolument rien. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a finalisé avec la loi électorale. C'est déjà vivant des sénateurs qui sont en train de vouloir amender et finaliser. Qu'est-ce que vous pouvez dire jusqu'aujourd'hui, comme votre loi n'est pas appliquée, que doit faire exactement le Congo? Que doivent faire les députés nationaux? Oui, je voudrais déjà saluer l'honorable Songo Pouloulou d'avoir pris le devant pour soumettre cette loi à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La loi devait être incorporée dans la loi électorale. La proposition que nous faisons. Elle devait être incorporée dans la loi électorale parce qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension où nous disons la nationalité congolaise qui était une exclusive. On veut la changer pour qu'elle devienne irrévocable. Donc, c'est le changement de l'article 10 de la Constitution. Deuxième élément, il y a aussi, nous disons que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Et nous voulons ajouter virgule, né de père et de mère congolais d'origine.
Ces deux éléments-là, pour les inclure dans la loi électorale, il faut nécessairement modifier les articles correspondants dans la Constitution. Or, on ne peut pas changer la Constitution à l'étape actuelle lorsque le pays se trouve en état de siège. C'est ça la raison principale. À la minute que le président de la République ou bien l'Assemblée nationale lève l'état de siège, les deux, c'est-à-dire la loi électorale et la Constitution, vont être modifiés conformément à la proposition de loi que nous avons faite pour qu'on puisse inclure ces deux éléments-là. Si ce n'est pas fait pendant cette session-là, ce n'est pas grave. Il y a la session de septembre. J'espère que l'état de siège sera terminé et en ce moment-là, on va inclure les lois. Et pendant ce temps, l'intégration continue toujours. Pas de choix. Et nous voulons faire la guerre avec le Rwanda. Est-ce que la population ne peut pas récupérer cette affaire? Les pétitions notamment, etc. Il y a beaucoup de pétitions qui ont été faites, mais moi j'invite les gens à l'ordre. Je ne crois pas que nous devons semer le désordre parce que nous voulons faire passer notre loi au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on comprenne ce que font les institutions et les limites qu'elles ont dans ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, malgré la bonne volonté, M. Bosso et les députés nationaux ne peuvent pas changer cela. Pourquoi? Parce qu'il y a l'état de siège. Attendons qu'on lève l'état de siège et on va modifier donc la constitution de la loi électorale pour tenir compte de nos exigences donc dans le cadre de la loi des pères et des mères. Professeur Mbaka a dit que Kabila ne peut jamais se présenter comme président en 2023. Il a affirmé que Jean-Pierre Bemba Gombo peut, s'il veut être candidat président, se déclarer. On va recevoir sa candidature sans un problème. Que pensez-vous de sa sortie médiatique? Non, moi je pense que les questions d'éligibilité des individus à la présidence de la République ou pas relèvent de deux institutions. De l'institution CENI qui va recevoir les candidatures, mais aussi de l'institution Cour constitutionnelle qui va examiner si la personne remplit les critères ou pas. Et je pense que peut-être le professeur Mbata a parlé en tant que professeur d'université. Il est aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il apprenne à ne pas sortir du cadre de son travail pour dire des choses qui peuvent être mal interprétées. Les deux individus que vous avez mentionnés, moi je pense que leur cas est très bien connu. Le cas qui est le plus sévère, c'est celui donc de M. Kabila. Il a fait 2 mandats, il a terminé les 2 mandats, il n'est plus éligible pour quoi que ce soit, il va rester en dehors de ça. Il a d'ailleurs de la chance. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était président de la République, il y a beaucoup d'abus dont il a fait preuve. Vous connaissez le phénomène Kamona Sap, évidemment. Vous connaissez Florida Chedou Bazan. Vous connaissez Rossi. Le reste pendant la fécondation. Tout ça, ça doit peser sur sa conscience. S'il était quelqu'un de responsable, il devait se cacher sous le sol pour qu'on ne puisse pas le voir. Donc s'il parle encore de revenir au pouvoir, je ne sais pas si ça vient de lui ou bien des fanatiques qui le suivent, je pense qu'on lui rend un très mauvais service. Parce que si on continue à acculer le peuple congolais, on va déterrer tous ces crimes-là qu'ils ont commis. On va le mettre devant la barre. Et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Les sorties sur les anciens chefs de l'État ne permet pas que soit tapé devant la justice. Les députés nationaux ont élaboré une loi pour protéger le candidat. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que ce député ont dit? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait revoir cette décision-là? Je voudrais juste un élément que moi je considère, il est, si je peux dire, donc, c'est un abus de la confiance du peuple congolais. Comment voulez-vous qu'on puisse donner à un individu un salaire de $680 000 par mois? Kabila que vous voyez là, il touche $8 millions de rémunération par mois. Pour faire quoi? Alors que pendant... Vous savez, un professeur d'université, il est plus instruit que Kabila. Quand un professeur d'université, il est plus instruit, il a passé beaucoup plus de temps à étudier. Il a même travaillé plus que l'ancien chef de l'État. Un professeur d'université ne touche pas ce salaire-là. Quand il prend la retraite, il est totalement abandonné. Donc il est temps que nous puissions avoir une république juste. Je ne voudrais pas aller dans les détails de ça. Vous connaissez très bien qu'il n'est pas au même titre que notre Tchani. Donc ce n'est pas comparable. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est que M. Kabila n'est plus chef de l'État. Et il faut qu'on puisse revoir cette rémunération-là, cette loi, pour que si on lui donne une pension, que ce soit une pension raisonnable. Moi j'ai toujours considéré qu'un individu comme celui-là, sur $15 000, 15 c'est suffisant pour vivre. Il n'a pas besoin de ça. Et s'il était un homme honnête, il aurait abandonné toute cette rémunération-là pour qu'on puisse l'utiliser pour aider les pauvres, pour éduquer les enfants qui n'ont pas de parents, pour qu'on puisse soigner les malades,
de ce genre-là. Et si vous avez été chef de l'État, vous êtes supposé avoir défendu les intérêts du peuple et vous prenez toutes les ressources pendant que vous êtes président de la République et quand vous sortez de là, vous continuez donc à soutirer donc les ressources publiques. Moi, je pense que vous n'êtes pas différent d'un démon. Il faudrait qu'il puisse bien repenser c'est que la relation qu'il veut avoir avec le peuple congolais. S'il veut qu'on lui pardonne pour tout ce qu'il a fait dans le passé, ça c'est l'un des exemples qu'il faudrait qu'on puisse remettre sur la table, qu'on puisse réviser cette loi afin que cette loi-là serve à autre chose. C'est que le peuple congolais plutôt continuer donc à enrichir un individu qui n'en a même pas besoin parce qu'il a des milliards cet individu-là. Très bien. Les élections en 2023 se préparent aujourd'hui. L'opposition se prépare, le bloc patriotique. Vous avez Matata qui déjà tend vers le bloc patriotique. Vous avez Katumbi qui est son des unions sacrées, mais qui actuellement qui a réuni son alliance avec Kabila. Vous vous rappellerez de ce qui s'est fait au niveau du Grand Katanga, réconciliation katangaise. Les choses se préparent. Vous avez Matata, vous avez Fayulu qui est aussi au sein du bloc patriotique. Pensez-vous qu'en 2023, il y aura réellement élection? Est-ce que Tshisekedi sera-t-il capable d'être réélu président? Avec tout ce que nous assistons aujourd'hui, il est pratiquement seul. Il y a les autres qui ont déjà créé un bloc. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi pourra vaincre en 2023 s'il sera candidat ou s'il y aura élection? D'abord, quand vous avez mentionné des individus, là, j'aime pas discuter des individus, mais parce que vous avez mentionné des individus, vous me rappelez une chose, que rien n'a changé. Oui. Et tout ce monde-là, ça constitue ce qu'on a appelé dans le passé, ce qu'on a appelé le PPRD. C'est le PPRD qui s'était disloqué pour des raisons stratégiques et ils se sont reconstitués aujourd'hui pour devenir donc un même bloc. En réalité, qu'est-ce que le PPRD peut offrir au peuple congolais? Parce qu'ils ont eu 18 ans ou même 21 ans donc, de gestion du pays. Et les résultats ont été catastrophiques. Donc, qu'ils se remettent ensemble, qu'ils ne se remettent pas ensemble, ça ne va pas changer leur modus operandi. Ils vont continuer à fonctionner comme ils ont été dans le passé, des détourneurs de fonds publics, des assassins, des criminels, des gens sur qui on ne peut pas compter pour gérer le pays. Maintenant, vous avez posé la question à ce qui concerne l'éligibilité ou pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment, je pensais que la question principale allait être est-ce que Noël Tchani peut gagner les élections en 2023? Et ma réponse, c'est que c'est parce qu'il est encore pendant la période électorale. Donc je pense que ceux qui s'agitent aujourd'hui, c'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Je donne l'exemple. Quand Matata s'agite aujourd'hui, ce n'est pas une vraie candidature. C'est simplement pour distraire la galerie, pour qu'on puisse dire que quand on va après lui pour des problèmes de justice qu'il a, qu'on puisse dire « Oh, on est en train donc de faire la guerre à un candidat président de la République ». En réalité, la saison électorale n'est pas encore là et les véritables candidats ne se sont pas encore prononcés. Les véritables candidats ne se sont pas encore prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés, à ma connaissance. Très bien. Président Noël Tchani, parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle aujourd'hui prouesse du président de la République, notamment sur les réserves d'échange. On a parlé de l'augmentation des réserves d'échange. On a parlé aujourd'hui que le budget de l'État atteint pratiquement entre 10 milliards à 11 milliards de dollars. On peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi a réussi. Kabila a fait 18 ans, on parle des réserves d'échange de 800 millions de dollars, on parle du budget de pratiquement 3 milliards de dollars. En 3 ans seulement, Tshisekedi passe de 8 millions de dollars à 3 milliards quelque chose de dollars américains et également de 11 milliards de dollars. On peut dire aujourd'hui, vous étant expert, on peut dire qu'il y a aujourd'hui des réalisations, le gouvernement a vraiment bien travaillé, qu'il faudrait applaudir le chef de l'État. Bon, il faut déjà dire que la comparaison entre Kabila et Tshisekedi est biaisée. On connaît la performance de Kabila qui s'est arrêtée en 2018. On vient à peine de commencer à évaluer les performances donc, de Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République. Il faut lui donner la fin du mandat et on va voir ce qu'il va réaliser. On va comparer les deux comme il se doit. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, je ne voudrais pas entrer dans cette querelle des chiffres-là. Pourquoi? Parce qu'un budget, c'est un budget. Ce sont des prévisions, ce ne sont pas des réalisations. Attendons cette année, la fin de cette année, on va voir le rapport de la Cour des comptes qui va faire la reddition des comptes pour qu'on nous dise on avait prévu 11 milliards de dollars, on a réalisé 11 milliards de dollars de budget ou bien on a réalisé moins que ça ou plus que ça. En ce moment-là, on aura des chiffres qui disent la vérité. Mais aujourd'hui, quand on parle des prévisions, ce sont des prévisions simplement. En ce qui me concerne, par exemple, dans le cas du plan Marshall, je continue à penser que notre pays peut avoir un budget de 75 milliards de dollars par an. 75 milliards de dollars par an. Donc si on bouge tous les trous et qu'on met tous les voleurs là en prison, vous allez voir que le budget va augmenter considérablement pour atteindre 75 milliards de dollars par mois. Ce n'est qu'une prévision. Donc,
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le budget de Noël Tchani est meilleur que celui de Félix-Antoine Tshisekedi, celui de Kabila et consorts? Je pense que c'est trop tôt pour faire donc ces comparaisons. Donc, donnons le temps au temps et on va comparer les chiffres réels contre les chiffres réels. Maintenant, en ce qui concerne les réserves d'échange, il est vrai que lorsque Joseph Kabila partait, il avait laissé des réserves d'échange de l'ordre de 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars, c'était descendu jusqu'à 500 millions de dollars. C'est remonté jusqu'à 3,8 milliards de dollars. Quand on compare 3,8 milliards de dollars par rapport à 1 milliard de dollars que Joseph Kabila avait laissé, on peut dire qu'aujourd'hui la situation est meilleure que celle laissée par Joseph Kabila. C'est évident. Mon problème à moi, c'est celui-ci. Quelle est la qualité de nos réserves d'échange? Les réserves d'échange doivent provenir de l'augmentation des exportations en comparaison à la diminution des importations. Évidemment. On va dire que le pays donc dégage des épargnes. Ces épargnes-là, on les appelle des réserves d'échange. On met dans un compte avec l'idée qu'en cas de difficulté de difficulté économique, on peut tirer sur ces réserves-là pour supprimer les moyens de financer les importations, et ainsi de suite. À ce stade, il me semble que les réserves d'échange de la RDC sont venues en grande partie des contributions des bailleurs de fonds, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Ça, c'est la première portion. Soit des aides, des dons, soit des prêts. Deuxième élément, il y a une information qui a été diffusée récemment, que la RDC a pu utiliser de ses droits de tirage spéciaux auprès du Fonds monétaire international pour augmenter les réserves d'échange. Et la moitié est aux aides budgétaires. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, ce sont les épargnes que la RDC avait constituées auprès du Fonds monétaire international pour est allé soutirer là-dessus pour mettre dans les réserves d'échange. Moi, je ne crois pas que la qualité de ces réserves-là est une bonne qualité. Non, on n'a pas menti, c'est ça la vérité, on n'a pas menti. Tout ce que je dis, c'est que j'aurais souhaité que la qualité de réserve soit meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Soit meilleure si on avait dit que cette augmentation-là, pour arriver à 3,8 milliards de dollars, il y a eu une augmentation de recettes d'exportation des entreprises minières ou des recettes d'exportation des produits agricoles, de ce genre-là. Je pouvais me dire, notre économie fonctionne mieux qu'elle fonctionnait avant et il génère beaucoup plus de réserves aujourd'hui qu'on le faisait avant, donc on est sur la bonne voie. Si on va tirer sur les épargnes qu'on avait constituées auprès du Fonds monétaire international pour augmenter les réserves que nous avons, je pense que la qualité n'est pas nécessairement bonne. Il faudrait que les autorités apprennent à dire la vérité à la population. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que les choses vont tellement bien, alors qu'en réalité, il n'en est pas question. On parle de l'augmentation des réserves d'échange, mais la vie de la population congolaise reste aujourd'hui très caduque. Un Congolais consomme moins d'$1 par jour. On parle aujourd'hui de pratiquement 11 milliards. Toutes ces sommes, etc. Ça fait quoi exactement alors que le peuple vit dans la misère, etc. C'est la préoccupation que j'ai. Oui. Parce que quand on dit qu'il y a augmentation, il y a une mobilisation accrue de ressources publiques, des ressources douanières, les impôts, les dividendes sur les sociétés publiques et consorts. S'il y a cette mobilisation accrue des ressources publiques, il faut que cela se traduise par la l'achat de la population. Pour l'instant, il n'en est pas question, il n'y a pas une augmentation sensible du pouvoir d'achat de la population, et bien au contraire, il y a une accumulation de la dette intérieure. Les arriérés sur la dette intérieure continuent à augmenter. Les arriérés à l'égard des fonctionnaires de l'État continuent à augmenter. Et si on a augmenté un tout petit peu les salaires des gens, parce que j'ai appris de la part du ministère de la fonction publique, on a augmenté les salaires de 30 à 45%. J'ai salué cela, sauf que j'ai peur que ce soit beaucoup plus on augmente les salaires de 30 à 45%, mais quand vous allez dans les magasins, les prix des biens et services ont augmenté de 50% ou plus. Évidemment. Donc sur le net, sur la base du net, du pouvoir d'achat net, vous réaliserez que les gens perdent leur pouvoir d'achat au lieu de l'améliorer. Moi, je continue à suggérer donc une chose. Si nous voulons stabiliser le pouvoir d'achat du peuple congolais, nous devons avoir ce que j'appelle le salaire minimum garanti indexé, c'est-à-dire on doit savoir que quand vous travaillez dans la fonction publique, votre salaire minimum est d'autant. Et ce salaire minimum-là permet de couvrir les dépenses de la personne et de lui assurer un certain pouvoir d'achat. Ça vous permet de payer le loyer, de payer le transport, les soins médicaux, de manger, d'acheter les habits et de faire même des épargnes. Et ce salaire minimum garanti, moi je l'ai calculé dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC à au moins $1,000 par mois. Avec $1,000 par mois, on peut faire quelque chose.
Mais si on augmente les salaires de 30 à 40% et que la personne touche à la fin de la journée 200 000 francs congolais, 200 000 francs congolais divisé par 2000 de taux d'échange, francs congolais pour $1, vous avez $100. Avec $100, vous n'êtes pas en mesure d'acheter votre nourriture, ni votre loyer, ni de payer le transport, ni les soins. Donc je pense que ce sont des gymnastiques financières qui permettent aux gens de dire qu'on a bien fait pour la population, mais à la fin de la journée, le pouvoir d'achat est affecté. Je voudrais que les autorités publiques prennent le temps d'analyser cette proposition que je fais toujours, de déterminer un salaire minimum garanti qui sera applicable au secteur public, mais également au secteur privé, qui, si on applique ce salaire-là, ça permet à toute personne qui a du travail et qui gagne ce salaire de vivre correctement. Très bien. Président Noël Tchani, le roi Belge est arrivé à Kinshasa hier. Aujourd'hui, il continue sa tournée, etc. Notamment, il aura participé dans plusieurs conférences. Que pensez-vous de l'arrivée du roi belge en RDC? Est-ce que c'est pour une médiation entre la RDC et le Rwanda? Est-ce que c'est pour essayer de s'expliquer suite à ce que nous avons vécu lors de la colonisation, etc. Que pensez-vous de son arrivée ici, en RDC? Vous savez que j'ai étudié en Belgique, avec la bourse du gouvernement congolais, pas avec la bourse du gouvernement de Belgique. J'ai étudié en Belgique à l'université de Liège. Et si je ne me trompe pas, mon diplôme doit être signé par le roi belge. Ça devait être le roi Baudouin à l'époque. Et je garde toujours donc des souvenirs très agréables de mon séjour là-bas. Et comme on le disait à l'époque, les Belges, ce sont des nocos. Ce sont des nocos. C'est comme dans une famille, vous pouvez vous disputer avec les nocos, vous terminez, vous vous réconciliez toujours. Donc son arrivée ici, c'est juste un symbole que les relations sont bonnes ou s'améliorent entre la Belgique et la RDC. Je ne peux que saluer cela lorsque les relations entre mon pays et un autre pays, et surtout pas n'importe quel pays, c'est lui qui a eu donc une expérience de colonisation avec nous. Si ces relations s'améliorent, je pense que c'est un signal fort que ça donne à la communauté internationale que le Congo c'est un pays fréquenté. Donc je ne peux que saluer donc cette initiative-là. Maintenant, en ce qui concerne son agenda ici, je ne peux pas connaître ce qui se passe dans sa valise. 6 jours à RDC, j'aurais souhaité, j'ai vu qu'il va aller au Katanga, Goma, j'aurais souhaité qu'il aille aussi au Kasaï. Et peut-être qu'il fasse le tour de la République. Donc qu'il s'engage au Kasaï et puis à l'Équateur. Ça aurait été plus complet parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des visiteurs de marque qui viennent de l'étranger, qui est le pape qui va venir bientôt, qui est le roi, qui est n'importe qui, ils viennent tous, le secrétaire général des Nations Unies, ils suivent le même schéma. Ils viennent à Kinshasa, au Katanga, à l'est de la République et puis c'est fini. Le reste du Congo est oublié. Et je voudrais demander sincèrement que les autorités publiques, quand ils négocient les séjours donc des étrangers, des marques, qu'ils puissent aussi inclure le centre de la République. Pourquoi pas la province orientale et puis l'Équateur? Pourquoi? Parce que ça leur donnera une idée complète de ce que la RDC. Très bien, président Tchani, nous arrivons pratiquement à la fin de votre émission. Il n'y a pas que le roi belge qui sera ici. Vous avez parlé du pape. De son arrivée ici en RDC, il n'est pas prévu avec les Congolais. On a dit qu'il sera l'heure de la République. Est-ce qu'il va demander aussi la fin de la guerre, disons un peu ça, de cette crise qui vient de laisser le Non, le pape a toujours demandé qu'il y ait la fin de la guerre. D'abord, je voudrais lui souhaiter bonne arrivée à Kinshasa, au Congo, étant donné que moi-même je suis catholique. Je suis catholique pratiquant ministre eucharistique dans mon église. Donc je pense que l'arrivée du pape, c'est un très bon signe pour nous les catholiques, mais également les chrétiens et la population congolaise. Donc qu'il soit le bienvenu chez nous. Maintenant, s'il vient prier pour nous, avec nous, pour qu'il y ait la paix à l'est de la République, on ne peut que saluer donc cela. Mais en ce qui concerne le Rwanda, moi je vais vous dire une chose. Que ce soit le roi belge, ou que ce soit le pape, ou que ce soit n'importe qui, nous sommes arrivés au point où nous, Congolais, nous devons nous assumer. Paul Kagame s'est beaucoup joué du peuple congolais. Il a causé beaucoup de morts. Et d'ailleurs, quand il a dit qu'il est congolais, moi, ça m'a réconforté dans ma conviction que la loi Tchani doit passer en toute urgence à l'Assemblée nationale. Parce que s'il dit que sa mère est le côté et que son père est Tutsi, ça veut dire que d'après la constitution actuelle, il est considéré comme Congolais d'origine, il peut être candidat président de la République. Vous vous rendez compte donc le danger que nous courons en ayant des individus comme ça, des criminels comme ça, qui pourraient devenir donc président de la RDC. Par conséquent, j'invite mes compatriotes à ouvrir l'œil et le bon, et le plus rapidement possible, pour que cette loi de verrouillage de l'action aux fonctions de souveraineté
puisse passer pour que ça devienne la loi de la terre, étant donné que on ne va pas refuser la nationalité à qui que ce soit qui voudrait devenir congolais, mais nous allons contrôler au moins qui peut diriger la République, qui peut occuper des fonctions de souveraineté, et c'est ça le sens de la loi que je propose. Merci beaucoup à vous, Dr Noël Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais en profiter pour annoncer aux gens que nous allons avoir une grande conférence à l'IPEN le 9 juin, donc jeudi après-demain, le 9 juin à partir de 10h30 dans la salle K2, la salle de promotion K2. La conférence va porter sur justement la loi Tchani de verrouillage, l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. Et nous invitons tous les compatriotes qui s'y intéressent à venir, la presse, les individus, le public, les professeurs, les enseignants, tout le monde, nous invitons tout le monde à venir, rien que entendre de quoi il s'agit, poser des questions pour qu'on ait la bonne information et qu'on évite donc de spéculer donc dans le désert. Merci beaucoup, Président Noël Tchani. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.